quand on appuie sur un interrupteur, on ne pense pas forcément à tout ce qu'il y a derrière. Et pourtant, c'est l'aboutissement de deux immenses révolutions scientifiques. La première, elle date du 19e siècle, et elle a permis de transformer le mouvement en électricité grâce aux aimants. La seconde, beaucoup plus récente, elle, va chercher l'énergie directement dans la lumière, grâce à la physique quantique. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble ces deux piliers de notre monde moderne. Allez, c'est parti! Regardez-moi ce bateau. C'est l'Energy Observer. C'est un peu le futur de la navigation. Un vrai laboratoire flottant, complètement autonome en énergie. Alors comment il fait pour avancer? Eh bien, il combine tout simplement les deux mondes. Il utilise la force du vent avec ses éoliennes et en même temps la lumière du soleil grâce à ses immenses panneaux solaires. Franchement, c'est l'exemple parfait des deux grandes stratégies pour produire de l'électricité qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, la grande question, c'est comment on en est arrivé là? Quelles sont les découvertes scientifiques qui se cachent derrière une éolienne ou un panneau solaire? Et comment, en à peine 200 ans, on est passé de petites expériences de paillasses à des systèmes capables d'alimenter des villes entières? C'est un sacré voyage dans le temps et la science qu'on s'apprête à faire. Ok, première étape de notre voyage, on repart au 19e siècle. C'est là que tout commence. À l'époque, les scientifiques vont découvrir une connexion incroyable, presque magique, entre deux forces qu'on pensait totalement séparées, l'électricité et le magnétisme. Alors, imaginez la scène, on est en 1820. Un physicien, Hans Christian Ørsted, fait une expérience et, un peu par hasard, il remarque un fil électrique parcouru par un courant fait bouger l'aiguille d'une boussole. La conclusion est simple mais elle est énorme, l'électricité peut créer un champ magnétique. Et là, 11 ans plus tard, un génie du nom de Michael Faraday se dit « Attends une minute, si l'électricité peut faire du magnétisme, est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'un aimant peut créer de l'électricité ?» Alors il tente le coup. Il prend un aimant, il l'agite près d'une bobine de fil de cuivre et... jackpot! Un courant électrique apparaît. C'est le début de tout. Ce phénomène, ça porte un nom, l'induction électromagnétique. Le principe, en gros, c'est ça. Si on fait varier un champ magnétique à côté d'un fil conducteur, eh bien ça crée un courant électrique à l'intérieur. Et attention, cette découverte de Faraday, ce n'est pas juste une petite manip de labo. C'est littéralement la base de quasiment toute l'électricité qu'on utilise aujourd'hui. Et justement, comment on passe de cette découverte fondamentale à une machine qui produit de l'électricité en masse? Eh bien, la réponse tient en un mot, l'alternateur. Le fonctionnement d'un alternateur, c'est à la fois simple et super ingénieux. D'abord, il faut une force pour faire tourner quelque chose. Ça peut être la vapeur d'eau chauffée dans une centrale, la force de l'eau dans un barrage ou le vent qui fait tourner les pales d'une éolienne. Cette force, elle fait tourner un gros aimant, c'est ce qu'on appelle le rotor. Ensuite, en tournant, cet aimant crée un champ magnétique qui change tout le temps, un champ variable. Et enfin, autour de ce rotor, il y a des bobines de fil de cuivre qui ne bougent pas, c'est le stator. Et devinez quoi? Le champ magnétique variable va induire un courant électrique dans ces bobines, exactement comme l'a découvert Faraday. Et voilà, on a transformé une énergie mécanique, une énergie de mouvement, en énergie électrique. Et le plus fou dans tout ça, c'est le rendement, c'est-à-dire l'efficacité de la machine. Un bon alternateur dans une centrale électrique, ça convertit jusqu'à 95% de l'énergie mécanique en électricité. C'est juste énorme, c'est presque parfait. Alors, où passent les 5% qui manquent? Eh bien, ils sont perdus sous forme de chaleur. Les fils de cuivre y chauffent un peu quand le courant passe. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On oublie les gros aimants, les bobines qui tournent, et on plonge dans un univers totalement différent. On va explorer la deuxième voie, beaucoup plus moderne. Et pour ça, on doit aller voir dans l'infiniment petit. Bienvenue dans le monde un peu bizarre, mais absolument fascinant de la physique quantique. Au début du XXe siècle, des gens comme Planck et Einstein ont tout chamboulé. Ils ont montré que la lumière, ce n'est pas juste une onde continue, c'est aussi un flux de petites billes d'énergie, des sortes de paquets d'énergie. On appelle ça des photons. Chaque photon transporte une dose bien précise d'énergie, un quantum, et cette dose dépend de la couleur de la lumière. Ok, alors comment un simple photon peut créer de l'électricité? Pour comprendre ça, on va regarder ce schéma. Imaginez que les électrons, dans un matériau comme le silicium, sont comme des billes au repos dans une zone qu'on appelle la bande de valence. Pour qu'il y ait un courant électrique, il faut que ces billes se mettent en mouvement, qu'elles aillent dans la bande de conduction. Le problème, c'est qu'entre les deux, il y a un fossé, une sorte de barrière d'énergie qu'on appelle la bande interdite. L'électron ne peut pas la franchir tout seul. Et c'est là que notre photon entre en jeu. Si le photon qui arrive a assez d'énergie, il peut percuter un électron et lui donner le coup de pouce nécessaire pour sauter par-dessus ce fossé. Une fois dans la bande de conduction, l'électron est libre de se déplacer et un déplacement d'électrons, c'est un courant électrique. Et voilà, ce phénomène, c'est l'effet photovoltaïque. C'est la conversion directe de l'énergie de la lumière en électricité. La différence fondamentale avec l'alternateur,
Ici, rien ne bouge, pas de rotor, pas de pièces mécaniques. C'est une interaction purement silencieuse, à l'échelle de l'atome, entre la lumière et la matière. Ok, maintenant qu'on a vu les deux principes, il est temps de les mettre face à face. D'un côté, la force du mouvement, de l'autre, la puissance de la lumière. Le match peut commencer. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, on a l'alternateur. Son principe ? L'induction électromagnétique. Il transforme l'énergie mécanique, donc le mouvement, en électricité. Ses composants clés, un aimant et une bobine. Et son terrain de jeu, les grosses centrales électriques. De l'autre côté, la cellule photovoltaïque. Le principe, l'effet photovoltaïque, un truc quantique. Elle transforme l'énergie de la lumière, l'énergie radiative, en électricité. Son composant clé, un semi-conducteur comme le silicium. Et son application, les panneaux solaires, qu'on peut mettre partout, de manière décentralisée. On voit bien que ce sont deux mondes, deux philosophies complètement différentes. Mais bon, la théorie, c'est bien beau, mais en science, ce qui compte, ce sont les preuves, les mesures. Alors, enfilez votre blouse, on va au labo. On va voir concrètement comment on caractérise une cellule solaire pour savoir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. Alors voilà le montage typique. C'est assez simple en fait. On a notre cellule photovoltaïque, qu'on éclaire bien sûr. On la branche à une résistance variable. C'est un composant qui permet de freiner plus ou moins le courant. En faisant varier cette résistance, on va forcer la cellule à produire une tension U et un courant I différents. On mesure tout ça avec un voltmètre et un ampèremètre, et on note les couples de valeurs. C'est vraiment la base de la démarche expérimentale. Une fois qu'on a plein de points de mesure, on peut tracer des courbes. La courbe en rouge, c'est la caractéristique courant-tension. Elle nous montre comment le courant I évolue en fonction de la tension U. Mais la courbe qui nous intéresse le plus, c'est celle de la puissance. On se souvient de la formule, la puissance P, c'est la tension U multipliée par le courant I. Et quand on trace cette puissance, la courbe en bleu, on voit un truc super important. La puissance que délivre la cellule n'est pas du tout constante. Elle monte, elle atteint un sommet, un maximum, et puis elle redescend. Ce pic, ce sommet de la courbe, c'est un peu le saint graal pour une cellule solaire. On l'appelle le point de puissance maximale ou PMA. C'est le point de fonctionnement où la cellule donne tout ce qu'elle a, où elle est la plus efficace pour transformer la lumière en électricité. Tout le boulot des ingénieurs, c'est de concevoir des systèmes électroniques qui vont forcer le panneau solaire à travailler en permanence à ce point précis, pour en tirer le maximum d'énergie. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça pour comprendre les enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de demain ? Allez, petite fiche de révision express. 4 points à retenir absolument. 1. L'induction électromagnétique, le principe de Faraday. Un champ magnétique qui varie crée un courant. C'est la base de l'alternateur. 2. L'alternateur est une machine ultra efficace, avec un rendement qui peut atteindre 95%. 3. L'effet photovoltaïque. Un photon, une particule de lumière, peut shooter un électron et le mettre en mouvement. C'est le moteur des panneaux solaires. Et 4. Le point de puissance maximale, le fameux PMM, c'est le réglage optimal pour qu'une cellule solaire produise le maximum d'électricité. Alors, pour en revenir à notre match, mouvement contre lumière, qui gagne ? En fait, c'est une fausse question. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Notre futur énergétique, il se construira avec les deux. On aura toujours besoin d'alternateurs pour l'énergie éolienne, hydraulique ou même nucléaire, et on a de plus en plus besoin du photovoltaïque pour exploiter la source d'énergie la plus abondante qu'on ait, le soleil. La vraie solution, elle est dans la synergie, dans la complémentarité de ces deux incroyables découvertes. Et pour finir, une question pour l'avenir. Le 19e siècle, c'était l'électromagnétisme. Le 20e, la physique quantique nous a donné le solaire et le numérique. Alors, quelle sera la prochaine révolution scientifique qui va encore tout changer dans notre façon de produire et d'utiliser l'énergie ? Est-ce que ce sera la fusion nucléaire, des batteries révolutionnaires, le stockage de l'énergie sous des formes qu'on n'imagine même pas encore ? L'histoire des sciences n'est pas terminée, et c'est peut-être l'un ou l'une d'entre vous qui trouvera la réponse.